Bienvenue sur leur FM 100.9, mes meilleures années, comme chaque samedi ou en rediff le jeudi à 18h. Et Gilles, cette semaine, on va partir dans le monde de l'entreprise. Bonjour Philippe, soyez les bienvenus. C'est le rendez-vous de mes meilleures années le samedi à midi et le jeudi à 18h. On reprend son souffle, on va un petit peu vite, mais on est un peu ému parce qu'on a un invité. Ça fait peut-être bien 2 ans que je le suis. J'avais très envie de l'inviter chez Loire FM et puis on s'est rencontrés dans une soirée stéphanoise et il a accepté l'invitation. Il est là aujourd'hui avec nous. C'est le fondateur des Jeans 1083, je ne sais pas si on dit comme ça. C'est ça. L'entreprise, le roi du Made in France, c'est Thomas Huriez. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venu nous voir de Romans. C'est ça, capitale de la chaussure. Vous n'êtes pas originaire de Romans, si j'ai bien compris. Mes grands-parents, ma mère est romanaise, mais moi j'ai grandi à Grenoble. Et vous étiez informaticien. Et j'étais jadis informaticien. Et un jour, on se dit, j'en ai marre de faire de l'informatique, je veux devenir le roi du Made in France. Oui, c'est ça. J'en ai eu marre d'échanger avec un ordinateur et je voulais plutôt être au contact des gens. Et par ailleurs, je voulais entreprendre à Romans puisque c'est une ville à laquelle je tiens beaucoup. C'est celle de mes arrière-grands-parents, de mes grands-parents, de ma mère. Et m'y installer. Et donc, j'ai souhaité entreprendre à Romans. L'activité de mode se développe beaucoup à Romans. C'est l'histoire avec la chaussure. Et c'est le présent aussi avec Marc Avenue, qui réunit beaucoup de centres de magasins d'usines. Et donc, j'ai eu l'opportunité de créer une boutique de mode juste devant Marc Avenue, mais une boutique de mode éthique, c'est-à-dire avec des vêtements qui respectent l'environnement, qui respectent les gens. Juste en face de Marc Avenue, donc je l'ai créé en 2007 et depuis on chemine et ça fait 10 ans que cette entreprise grandit. Quand on fait du commerce, est-ce que ce côté éthique, c'est c'est un engagement qu'on a profondément ancré en soi, ou alors c'est qu'on surfe sur la vague de l'écolo, des nouvelles tendances? Alors moi c'est la raison c'est pour le sens que j'ai quitté mon emploi d'informaticien pour créer mon entreprise. Donc c'est vraiment mon engagement de base. Ça date de 2007, donc c'est pas d'hier. Et il se trouve que ça semble devenir un marché. C'est-à-dire que de plus en plus de Français, de citoyens, se rendent compte de l'impact qu'ils ont avec leur carte bleue. Et ces idées qui pouvaient paraître originales ou un peu loufoques en 2007 sont en 2017 super crédibles et changent à notre mesure. La France, donc on continue. Et tout de suite, c'était une idée de jean? Non, au début j'ai ouvert une boutique de prêt-à-porter éthique où je distribuais plein de marques qui avaient toutes pour point commun de distribuer des vêtements bio, commerce équitable, made in France. Mais j'ai appris ce métier de commerçant sur le tas puisqu'à la base j'étais informaticien, donc j'ai mis 3-4 ans avant d'être compétent. Heureusement à cette époque-là je vivais chez ma grand-mère à Romans et du coup j'avais pas besoin d'un gros salaire puisque j'étais nourri, logé, blanchi, donc ça me permettait d'avoir le temps d'apprendre. D'investir dans le business. Exactement. Et au bout de 3-4 ans je commençais à bien maîtriser mon métier de commerçant, mais malheureusement mes fournisseurs ont fermé. Et donc c'est en réaction à la fermeture de mes fournisseurs que pour sauver mon magasin, j'ai décidé de créer mes propres marques de vêtements. Et cette marque de vêtements s'appelle 1083. J'ai décidé de faire des jeans et des baskets pour mettre mes idées éthiques sur des produits que tout le monde porte. Les jeunes, les vieux, les catholiques, les musulmans, les hommes, les femmes. Les gros et les maigres. Et les gros et les maigres, exactement. Et les grands et les petits, parce que moi je suis très grand. Ne regardez pas quand on parle des gros. Et du coup, voilà, c'est un lancement qui a démarré très fort dès le début en 2013 et qui nous a permis de créer depuis 4 ans plus de 50 emplois. Donc c'est assez merveilleux et on apprend en avançant et on découvre tout ce que l'on vit et pour l'instant ça se passe bien. Et quand on est au démarrage de cette aventure, est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être devant une montagne immense à gravir? Non, parce qu'en fait, depuis 10 ans que je suis entrepreneur, on monte, mais la pente est douce et on avance marche après marche. Donc effectivement, quand on se retourne derrière, on voit l'altitude et on voit le chemin parcouru, mais la pente reste douce et quand elle se rédifie un peu cette pente, c'est parce que de plus en plus de consommateurs sont avec nous, consomment nos jeans et donc nous font croître plus vite que ce qu'on avait prévu de croître. Pardon. Et cette croissance et ces gens autour de nous nous aident à grimper. Donc en fait, quand on va lentement, on pose des choses, et quand on va vite, c'est qu'on a plein de gens avec nous, donc on a la motivation et on avance sans peur. Et j'ai envie de vous dire, quand on avance lentement, on a aussi eu l'occasion de corriger un peu ses erreurs. Exactement. 1083, c'est vraiment, quand on l'a lancé en 2013, c'est vraiment la synthèse de tout l'apprentissage fait les 4-5 premières années avant. Et encore aujourd'hui, le 1083 de 2017 n'est pas le même que celui de 2013, puisque
en relocalisant la confection, la teinture, le tissage, la filature pour nos jeans, on a appris énormément de choses avec nos fabricants partout en France, notamment dans la Drôme et dans la Loire. Et j'ai envie de vous dire, chez vous, tout a du sens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de 2083, surtout pourquoi avoir choisi ce chiffre de 2083 ? Moi, je le sais, mais nos auditeurs ne le savent pas forcément. Alors à la base, quand je veux créer ma marque de vêtements Made in France, c'était en 2012. Et en 2012, le Made in France, c'est pas très sexy, ou plutôt on pense tout de suite à Marine Le Pen. Le drapeau bleu-blanc-rouge, en 2012, on a le droit de le sortir que pendant la Coupe du Monde, sinon on est taxé de nationaliste. C'est un vrai paradoxe, d'ailleurs, moi j'ai toujours été choqué par ce système-là. En France, quand on sort un drapeau bleu-blanc-rouge, on est taxé, on a l'étiquette presque Front National, et dans les autres pays, ils ont tous leur drapeau à leur balcon, et c'est une fierté, c'est pas un engagement politique, je crois que c'est vraiment une fierté de représenter son pays. C'est ça, et on confondait, en 2012, moi-même je confondais nationalisme et patriotisme. Voilà. J'ai appris grâce à la mode du Made in France, grâce à Arnaud Montebourg qui a quelque part dépolitisé le Made in France, j'ai appris à aimer mon drapeau et à devenir patriote et accepter d'être patriote. Surtout que c'est un drapeau là aussi qui a une histoire. Complètement. Toutes les couleurs s'expliquent. Tout à fait. Donc du coup, c'est pour ça qu'on doit en être fier et on ne doit pas se le laisser voler finalement par des extrêmes. Mais bon, en 2012, quand je crée ma marque, j'étais gêné de ça. Et plutôt que de parler de pays, j'ai préféré parler de distance. Et donc j'ai cherché les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Ces deux villes sont Menton au sud-est et Porspoder, c'est un petit village au nord de Brest. Et donc j'ai inventé un concept qui est de fabriquer des vêtements à moins de 1083 km de mes clients, puisque c'est la distance la plus longue qui existe en France métropolitaine. Et ce symbole-là me permettait de parler d'une notion qui est très importante pour moi, qui est celle de la proximité. Puisque quand on est proche les uns des autres, ou quand on est proche des conséquences des choix qu'on fait, et ben en fait c'est plus fort que nous, on fait des choix de bon sens, on fait des choix plus raisonnables, avec plaisir, et du coup je trouvais que c'était une bonne manière, la proximité, d'inviter le consommateur à être acteur de la production des jeans qu'il consomme, en l'invitant directement dans nos ateliers. Donc on a bien compris que ce sont à peu près, si j'ai bien noté, à part je crois le coton, tout est français. Oui, à part le coton qui ne pousse pas en France, tout est français. On bute aussi sur des boutons érivés qu'on fabrique aujourd'hui en Italie. J'ai vu qu'il y avait peut-être une solution avec quelqu'un qui était dans l'automobile, non ? C'est ça, en fait, on est en train de... En fait, on a plus d'emboutissage en France pour faire des boutons, puisque les dernières machines qui étaient à Grenoble ont été délocalisées en Italie. C'est pas le bout du monde, mais du coup, on a perdu ce savoir-faire en France. Pour le relocaliser, on peut plus compter sur ces matériels-là, donc il faut faire des boutons autrement. Et dans la Drôme, on a trouvé un fabricant de clous de pneus cloutés qui cherche à se diversifier et dont la technologie permet de faire des clous qui s'approchent fortement des boutons. Donc on est en train de transformer ces outils pour réussir à relocaliser la fabrication de boutons de jeans à partir d'une fabrication de pneus cloutés. Et là, pareil, on fait quoi ? On transforme les machines, on les adapte, ou alors on va avoir un jean complètement différent de ce qu'on peut trouver ailleurs ? Alors c'est un compromis, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas faire, mais qui ne sont pas forcément utiles. Il y a beaucoup de choses dans le textile et dans la vie en général qu'on fait par habitude. Le fait de repenser les choses différemment avec un angle nouveau, qui est celui d'un matériel nouveau, nous force à repenser les choses différemment. Par exemple, les outils sont relativement chers pour adapter le matériel. Et quand on fait des jeans à boutons, on a des jeans, le bouton principal qui fait 17 mm de diamètre, et les boutons de la braguette, pour les jeans à boutons, qui font 14 mm. Ça demande deux outillages différents. Deux machines différentes ? Et deux machines adaptées différemment. Donc plutôt que de faire ça, au lieu de faire un bouton de 17 et un bouton de 14, on s'est dit, pourquoi pas faire un seul bouton de 16 mm qui est aussi bien utilisé comme bouton principal que comme bouton de braguette. Et donc c'est des astuces que l'on invente au fil des relocalisations pour avoir un jean le plus made in France possible. Souvent, quand on parle de made in France, on a un peu cette peur, j'allais dire, même si c'est péjoratif, du prix. Est-ce que le fait de produire en France, justement de créer des outils spéciaux, ça amène un coût qui est difficile et parfois même insurmontable ? Non, le Made in France n'est pas forcément plus cher. C'est d'ailleurs, ça m'étonne toujours qu'on se pose toujours cette question par rapport au Made in France, parce que 90% de l'alimentaire qu'on achète en grande surface, il est Made in France. Quand on achète une voiture allemande, on ne se pose pas la question du prix. Donc en fait, c'est une marotte que l'on a de se focaliser sur le prix quand on parle du Made in France, mais c'est pas toujours le cas. Et nous,
Nos jeans, ils sont certes pas à 30 euros, ils sont à partir de 89 euros. Mais il y a plein de marques, de grandes marques, dont les jeans sont à 90, 100, 110, 120 euros. Et ces jeans sont fabriqués au bout du monde, souvent dans les mêmes pays que les jeans à 30 euros. Donc on gagne notre compétitivité en retrouvant une filière de distribution plus raisonnable. C'est-à-dire que si on fait x10 comme les grandes marques entre le prix de revient du jean sorti d'usine et le prix de vente au consommateur, bon, bah, c'est sûr que quand on fait du Made in France, ça devient des produits de luxe. Mais si on retrouve une distribution raisonnable avec peu d'intermédiaires, on multiplie seulement par 3 le prix de revient, et donc pour faire des jeans à 90 euros, ça veut dire qu'on a un budget de 30 euros. Et avec 30 euros, c'était le pari de 2013, on s'est aperçu qu'on pouvait relocaliser toutes les étapes de la fabrication des jeans, c'est-à-dire la confection, mais aussi le tissage, que l'on fait à Charlieu ou dans les Vosges, la teinture, que l'on fait à Sèvlinges ou dans le Nord, etc. J'avais justement envie de vous dire comment on fait justement pour aller les trouver, ces fournisseurs. On prend son carnet d'adresses, on cherche, on va sur Internet. Comment ça se passe quand vous êtes parti de zéro pour trouver les fournisseurs? Alors, Français, j'entends, hein, bien sûr. Oui, et ben pour ma part, c'était assez compliqué parce qu'en 2012, déjà, on n'avait pas cette visibilité, donc on n'avait pas le crédit d'aujourd'hui. Tout à fait. Ensuite, est-ce qu'on vous a pris pour un fou? Oui, disons que on m'a beaucoup dit que c'était pas possible. Ouais, ça, c'est certain. Mais comme on dit aussi, pas possible, c'est pas français. Impossible n'est pas français. et en plus, en réalité, ça repose beaucoup sur les gens. C'est-à-dire que moi, par exemple, une des erreurs que j'ai faites, c'est que je les cherchais sur Internet. Ouais. En fait, ils n'étaient pas sur Google. Ils n'avaient pas forcément de site Internet, parce que ce sont des entreprises industrielles. Il fallait plutôt que je cherche sur les pages jaunes. Donc du coup, à force d'apprendre quels étaient les bons contacts, eh ben, j'ai rebondi de professionnel en professionnel jusqu'à tomber sur des gens qui m'ont dit « Ok, nous on tente de te faire du jean ». Qu'est-ce qui les a séduits, les gens? C'est le message Made in France? C'est de retrouver de l'emploi? C'est de produire français? C'est quoi qui les séduit, les fournisseurs? Parce que souvent, un fournisseur, j'ai envie de vous dire, il regarde son bilan et il regarde ce qui est rentable et ce qui n'est pas rentable. Oui, et c'est sûr que dans le textile, avant d'être rentable, il faut faire un certain volume. Tout à fait. Et quand on démarre, on fait pas beaucoup de volume. Peut-être que ce qui les a rassurés, c'est que ça faisait 4-5 ans que j'étais déjà commerçant, donc je savais exactement ce que je voulais. Ma volonté n'était pas de réinventer la mode en termes de style, mais plutôt de reconstruire une filière. Et donc je pense que ce discours, finalement, pour lequel ils étaient les premiers bénéficiaires, les a séduits. Et quand ils ont vu qu'on était relativement sérieux, organisé et volontariste sur ces démarches-là, eh bien ils ont accepté de faire des volumes qui au départ paraissaient pas très raisonnables pour eux, puisqu'ils ont besoin de quantité pour être rentables. Et la bonne surprise, ça a été de lancer la marque en financement participatif sur le site Ulule. Sur ce site, on espérait réunir 100 précommandes, c'est-à-dire 100 souscriptions de jeans que les gens acceptaient de payer sans les voir, sans les essayer, sans les toucher, pour les recevoir 5, 6, 7 mois plus tard, le temps qu'on fasse la production. Cette souscription de 100 jeans s'est transformée en souscription de 1000 jeans, puisqu'il y a 10 fois plus de clients qui ont adhéré à notre démarche que ce qu'on avait prévu. Et donc dès le début, ça met un coup de boost, ça. Et complètement. Et ça, on a gagné un crédit énorme du point de vue de nos sous-traitants, puisque toutes les promesses qu'on leur avait faites, dès le lancement de la marque, on les a multipliées par 10. Et ça, c'est grâce aux consommateurs et grâce finalement à 1000 fous qui ont accepté d'acheter un jean, de payer un jean pour le recevoir quelques mois plus tard. J'ai envie de vous dire pas 1000 fous, 1000 citoyens français. Oui, mais il fallait beaucoup d'audace de leur part pour accepter de payer 89 € un jean qu'ils n'avaient pas essayé, qu'ils n'avaient pas vu, et de la part d'une entreprise et d'un entrepreneur qu'ils ne connaissaient pas. Donc ils ont fait preuve d'audace, et cette audace, 4 ans plus tard, elle débouche sur plus de 50 emplois créés. Alors on a parlé des fournisseurs, moi j'ai envie de faire un clin d'œil à une entreprise que je connais bien, qui fait de l'étiquette à Saint-Étienne. Comment on arrive à trouver un fournisseur qui s'appelle, en l'occurrence, Néret, et on lui demande de faire ses étiquettes? Ben, ça se passe de la même manière, c'est-à-dire que... C'est vous qui allez le voir ou c'est lui qui vient vous chercher? Alors Comment ça se passe dans la relation? Ça se passe de concert avec notre fabricant de chaussures à Romans, puisque Néret nous fournit en effet les étiquettes qui sont sur la languette de nos chaussures. Et donc en fait, des étiquettes tissées. Des étiquettes tissées avec le petit logo 1083. Donc de concert avec le fabricant de chaussures à Romans, on fait la liste de tout ce dont on a besoin. Donc des semelles, des renforts, etc., du cuir, du tissu. Effectivement des étiquettes.
Et donc on fait le point sur les différents fabricants d'étiquettes. Et du coup, on avait décidé d'avoir un fournisseur d'étiquettes pour les jeans, un fournisseur d'étiquettes pour les chaussures. Comme ça permet en cas de coup dur d'un côté ou de l'autre, d'avoir une solution de repli. Une sécurité. Exactement. Et donc, notre fournisseur de chaussures connaissait bien Jean-Nicolas Delorme, le commercial de Néré, qui a donc été choisi pour les étiquettes de chaussures. Et puis, on travaille avec JSD, qui est une autre entreprise stéphanoise, pour les étiquettes des jeans. Et donc, au fur et à mesure qu'on grandit et que nos commandes se développent, on augmente nos achats dans ces deux entreprises stéphanoises. Est-ce que c'est un avantage d'être très, très proche et d'être à proximité pour peut-être les stocks, pour les délais de livraison ? Oui, complètement. C'est un vrai avantage puisque ça permet de se voir assez facilement. Ça permet de se comprendre, de comprendre les attentes de chacun en fonction des spécificités de chaque entreprise. On va pas œuvrer de la même manière. Donc, bien se connaître. Grâce à la proximité, ça permet de mieux travailler ensemble et donc de plus travailler ensemble. On a parlé de jeans, il y a aussi des chaussures. Pourquoi, j'ai envie de vous demander, pourquoi des jeans, pourquoi des chaussures ? Est-ce qu'il y a aussi d'autres produits que vous avez envie de faire ou que vous avez renoncé parce que techniquement, ce n'était pas possible ? Alors déjà, on a choisi les jeans et les chaussures parce que en 2007, j'ai créé une boutique de prêt-à-porter éthique qui avait pour principal défaut de proposer des vêtements qui étaient pas très beaux, un peu limite ethniques. Moi, j'ai entendu parler des bonnets péruviens. Voilà, par exemple. Donc, ça me surprend toujours de voir à quel point la majorité des gens sont contre les pesticides. Ouais. Et il n'y en a pas autant qui sont pour le bio. Alors que le bio est la réponse à la non-utilisation des pesticides. Et pour moi, c'est un problème de forme et de communication. Quand on met l'écologie, le coton bio, le commerce équitable, l'artisanat sur des produits un peu ethniques ou marginaux, en fait, on associe du coup ces idées progressistes au passé et pas au futur. Et donc, moi, j'ai voulu changer de véhicule ces idées. Au lieu de vendre du coton bio dans des péruviens, j'ai voulu le faire dans des jeans bien coupés, sexy, pas trop chers, pour montrer à tous que l'écologie, c'est de l'intelligence pour moi. C'est penser à demain et c'est construire des choses de manière durable. C'est pas le retour en arrière. Et donc, le vêtement le plus populaire, c'était le jean. Et comme un roman, c'est interdit de pas faire de chaussures, quand on fait de la mode, je me suis dit, quel est l'équivalent populaire du jean ? Qu'est-ce que portent comme chaussures les gros, les maigres, les grands, les petits, les catholiques, les musulmans, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, ce sont les baskets. Et donc, c'est comme ça qu'on a lancé en 2013, 1083, sur 2 produits phares, le jean et les baskets. Le jean, j'ai envie de vous dire, on peut comprendre, mais la basket, c'est pas un peu plus compliqué avec toutes ces grandes marques ? Si, on achète, nous tous Français, 88 millions de jeans chaque année et 360 millions de paires de chaussures. Donc, dans tous les cas, ce sont des marchés très concurrentiels. Du coup, ça paraît un peu fou de se frotter à ces marchés-là, mais on a beaucoup plus de chances de vendre quelques jeans et baskets sur un marché avec beaucoup de demandes que sur un marché pour lequel il n'y aurait pas de demande. Et effectivement, la filière de la chaussure est plus complexe que celle du textile parce que finalement, dans le jean, on ne fait que transformer en grande quantité le même matériau, le coton, donc que l'on file, que l'on teint, que l'on tisse, que l'on confectionne. Du coup, à chaque fois, c'est des opérations relativement massives, donc plus facilement rentables que dans la chaussure, où on est plus dans le registre de l'épicerie, puisqu'il faut énormément de composants différents pour faire une chaussure, les semelles, les lacets, les renforts, le cuir, les étiquettes, etc. Et du coup, ça rend la production beaucoup plus complexe. Vous allez voir la transition, vous êtes un jeune homme, encore tout jeune, parce que vous avez 36 ans. Est-ce que quand on crée une marque, quand on crée des vêtements, est-ce qu'on se sert un peu de la culture actuelle ? Ah oui, complètement. Déjà, on est le fruit de ça. C'est-à-dire, en termes au niveau entrepreneurial, on est une génération, je pense, qui a pris confiance dans sa capacité à faire des choses par elle-même. On n'est pas, je pense, dans la génération d'avant où la crise nous faisait croire qu'on n'était plus capable de rien. Voilà. Et puis aussi, on tire les leçons de ce qui n'a pas fonctionné avant. Donc, on entreprend peut-être différemment, on partage peut-être plus, pas parce qu'on est plus généreux ou parce qu'on est plus intelligent, juste parce qu'on a vécu
On les a un certain conséquences recul, malheureuses des choix d'avant. Donc, j'aurais entrepris 20 ans plus tôt, j'aurais fait comme tout le monde, j'aurais pas fait comme aujourd'hui. Vous auriez peut-être, si je rebondis, vous parlez de 20 ans plus tôt, est-ce qu'il y a 20 ans, vous auriez été là, vous auriez vous aussi produit en Chine? Enfin, probablement. En fait, Ouais. je sais pas si, j'aurais pas été nourri des mêmes choses. Ouais. Donc, je peux pas avoir la prétention de dire que j'aurais été à ce point vertueux, malgré les circonstances, que j'aurais tout relocalisé. Non, je n'en sais rien. Jean-Jacques Goldman avait fait une chanson sur le sujet, c'était Nandisset à Leidenstadt. Ah, ça C'est ça. Qu'est-ce qu'on aurait une été chanson extraordinaire. Voilà, c'est toute proportion gardée et c'est pas du tout le même registre. Ouais, c'est Mais, pas le même registre. faut dire, hein. Ça paraît un peu prétentieux de se dire qu'on aurait fait mieux à la place des autres. Non, c'est pas possible. Alors, on va se nourrir de chansons, de musique. Quand on vous a demandé de choisir des chansons, vous avez dit, moi, je veux des chansons qui ont du sens. Vous avez choisi une première chanson, c'est Il est temps à nouveau, c'est Jean-Louis Aubert. Juste un petit mot, puisque j'ai dit que vous étiez jeune. Téléphone, vous n'avez pas connu? Ou très peu? Si, ben après c'est un groupe intemporel quand Ouais. même. Donc j'ai plus connu Jean-Louis Aubert que Téléphone, en effet. Mais l'un va pas sans l'autre. Ce qui prouve qu'on se ressource toujours dans le passé. Oui, complètement. Allez, en avant la musique, on revient juste après. Il est temps à nouveau. Seconde partie de mes meilleures années. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un ex-grenoblois qui est maintenant à Romans. C'est Thomas Uriez et on parle des jeans 1083. On est dans l'éthique et moi j'ai une autre question qui me vient tout de suite, c'est comment ça se passe pour la distribution? Alors le modèle de distribution, on a remis les choses à plat. À l'époque où la France industrialisait, finalement les fabricants étaient aussi les marques. Elles vendaient leur production à des commerçants qui les vendaient aux consommateurs. Et du coup, il n'y avait que 3 acteurs avec peu de marge de distribution, puisqu'il y avait le fabricant marque qui vend aux commerçants, qui vend aux consommateurs. À partir des années 80, les marques se sont désengagées de la fabrication, puisque c'est compliqué la fabrication, donc c'est un peu chiant. Et ces marques sont devenues un intermédiaire supplémentaire entre le fabricant et la distribution. Et au fil des ans, depuis les années 80, les intermédiaires se sont multipliés avec de plus en plus de marge entre le prix du produit sorti d'usine et le prix final, souvent x10 dans la mode. Alors qu'avant, à l'époque où la France industrialisait, le coefficient multiplicateur était seulement de x3. Vous êtes revenu au x3, vous avez dit. Hein. Voilà, et nous on est revenu au x3 en copiant d'une part ces marques de chaussures romanaises qui se développaient à l'époque où la France industrialisait parce qu'elles étaient sur un modèle de distribution avec moins de marge et moins d'intermédiaires. Mais à partir des années 2000, des gens dans la mode se sont aperçus que ce système avec plein d'intermédiaires était très lourd et rendait cher des produits qui coûtaient de moins en moins cher à fabriquer puisqu'on était déjà dans les modes de délocalisation. Et donc des petits malins comme H&M, Zara, Decathlon se sont dit bah tiens, nous on est commerçants, si on achetait directement aux fabricants sans passer par les marques, si on créait notre propre marque de magasin, finalement on serait beaucoup moins cher que nos concurrents. Et du coup c'est comme ça que 2 jeans achetés 10 € chacun sont vendus 30 € chez des enseignes de mass market et 100 € dans des dites grandes marques de jeans. Et nous, on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas reprendre ce modèle plus raisonnable en termes de distribution, qui est celui des grandes marques de fast fashion aujourd'hui, mais qui est aussi celui des anciennes marques françaises qui relocalisaient ou qui développaient leur business en France il y a 50 ans. Et donc, appliquons ce COEF3 aux jeans, non pas à 30 € parce que c'est pas réaliste de faire du Made in France à 30 €, mais peut-être qu'avec 90 € en prix de vente comme les grandes marques de jeans, peut-être qu'avec le COEF3, on a un budget de 30 €, on peut tout relocaliser. Et c'est le pari qu'on a fait et qui nous a permis, 4 ans plus tard, de créer autant d'emplois. Parce que quand vous achetez un jean lambda, vous payez la TVA en France et les commerçants en France. Tout le reste part ensuite à l'étranger. Quand vous achetez un jean 1083, vous payez la TVA en France, le commerçant en France, la marque en France, l'atelier de confection en France, le tissage en France, la teinture en France, la filature en France, le fabricant d'étiquettes à Saint-Étienne. Et mécaniquement, on crée du coup infiniment plus d'emplois en achetant un jean 1083 qu'un jean quelconque. Et on fait revivre la France. C'est ça. Moi, quand je vous parlais de distribution, je voulais savoir aussi, on veut acheter un jean 1083, on va en magasin, on commande sur Internet, comment ça se passe? Alors, on a 3 principaux canaux de distribution. Le premier d'entre eux, c'est 1083.fr, c'est notre site Internet. Du coup, là, on achète à partir du guide détail pour savoir sa taille. On essaye le jean à la maison. S'il nous va, on le garde. S'il ne nous va pas, on peut l'échanger ou être remboursé pour corriger l'éventuelle erreur de taille. Mais on a un guide détail très bien fait qui aide les consommateurs à choisir leur jean. Par ailleurs, on est distribué dans nos propres magasins. Mode Éthique, ce fameux magasin que j'ai ouvert il y a 10 ans, Mode Éthique, on en a ouvert 4 depuis.
Ils sont situés à 4 quel en endroit? tout. On en a un à Grenoble, un à Lyon et un à Nantes. Est-ce qu'il y a un projet un jour d'en faire un à Saint-Etienne? Pourquoi pas? Sachant que sur Saint-Etienne, dans la Loire en tout cas, on a déjà des revendeurs qui distribuent nos jeans. Alors j'ai plus la liste en tête, mais elle est sur notre site internet. Et donc là, ce sont des indépendants qui distribuent les jeans 1083 dans leur boutique. Et il est pour nous très important de choisir des commerces plutôt de centre-ville, parce que on subit tous, et je pense qu'à Saint-Etienne c'est la même chose qu'à Romans, la désaffection des centres-villes au profit de la périphérie. Mais c'est d'une part de la faute de nos élus qui permettent à des zones commerciales très importantes de se développer, et donc ça déplace l'offre des centres-villes en périphérie, et c'est un peu de la faute aussi des commerçants qui suivent cette tendance-là au détriment des cœurs de ville. Donc nous, on est basé à Romans, et à Romans comme ailleurs, on privilégie des commerçants qui sont en centre-ville, parce qu'on veut vivre dans des villes, en tant que citoyen, dont les centres-villes sont sympas, quoi. Pour revenir aux consommateurs, on s'adresse à quel genre de consommateur? Quand on fait du jean et de la basket, on s'adresse, je suis peut-être un schéma que j'ai dans la tête, mais peut-être plutôt à une clientèle jeune, non? Eh bien, on s'adresse à tout le monde. C'est ça qui est magique avec le jean, c'est que ma fille qui a 4 ans, moi qui ai 36, mes parents, mes grands-parents portent des jeans. Et c'est ça qui est fort, c'est que du coup, on peut vraiment toucher tout le monde et avoir suffisamment de volume finalement pour envisager, relocaliser toute une filière. Et c'est ce qu'on a réussi en 4 ans avec toutes ces intermédiaires de confection, de tissage, etc. Et pour ce qui est de la communication, comment ça se passe là aussi? On a dans l'esprit de prendre une vedette avec un jean 1083, alors on se base sur une communication, j'ai envie de vous dire, éthique en prenant peut-être un chemin différent de ce qui est fait actuellement avec les grandes campagnes médiatiques. Oui, comme j'expliquais, on a peu d'intermédiaires de distribution, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour le marketing. Et du coup, nos vedettes, c'est pas des stars de la télé que l'on paye. Il y en a des politiques, des personnalités qui ont choisi d'acheter nos jeans, et c'est une fierté pour eux de les acheter d'ailleurs, donc ça c'est merveilleux. Mais en réalité, nos stars, ce sont nos clients. C'est nos clients qui font la dimension de ce que l'on est. Ce sont nos clients qui parlent de nous. Si vous vous connectez sur notre page Facebook et que vous likez sur la page Facebook 1083, vous verrez tous les partages, tous les likes, tous les commentaires que font les gens. Et finalement, c'est tout le bouche à oreille de chacun de nos clients qui fait qu'on s'est développé. On n'a pas une communauté de clients, finalement, on a une communauté d'ambassadeurs. Et c'est ça qui fait la différence. Alors, de l'informatique où on peut tout vérifier, est-ce qu'on sait à peu près chez 1083 quels sont ses clients, si c'est plutôt des gens du Nord, si c'est plutôt des gens du Sud, si c'est des gens du Centre? Est-ce qu'on peut suivre ça aussi, un peu le parcours de cette jean? Oui, on peut le faire. Quand on vend sur Internet, on a les adresses de nos clients, leur taille, leur âge parfois, puisqu'ils le mettent pour leurs anniversaires. Après, nous, on n'est pas dans ce détail-là aujourd'hui d'analyse de nos clients, et ça nous intéresse pas trop de rentrer dans cette vie privée-là. C'est peut-être plutôt pour se dire, tiens, dans tel coin de France, on est un peu absent, on va peut-être faire un peu de forcing dans ce coin-là. Alors oui, par contre, alors on le fait pas comme ça, c'est-à-dire qu'on fait pas de publicité pour l'instant, au sens où on pousse pas une région plus qu'une autre. Par contre, on cède beaucoup des commandes de nos clients pour privilégier les villes dans lesquelles on a beaucoup de clients pour implanter des magasins. Tout à fait. Du coup, ça nous permet de savoir où sont les gens, et il serait ça pourrait mettre en danger notre développement, notre activité, nos emplois, d'installer des magasins dans des zones où il y a moins de potentiel que d'autres. Donc ça nous permet de consolider notre projet et de grandir avec le plus de sérieux et de potentiel possible. Là aussi, avec l'Internet, est-ce qu'on sait s'il y a des clients, enfin on le sait bien sûr, mais je vous pose la question encore une fois, est-ce qu'on sait s'il y a des gens qui vous commandent de l'étranger? Oui, on a des commandes de l'étranger. Alors, c'est pas énorme chez nous, on le pousse pas du tout. D'une part parce que depuis 4 ans, on a connu plus de commandes que de capacité à augmenter nos productions. Donc on a eu du mal à livrer les commandes françaises. Les conséquences heureuses de tout ça, c'est qu'on a dû créer des emplois en atelier, et donc ce sont vraiment ces commandes de nos clients qui ont permis de développer notre filière. L'autre raison est un peu plus philosophique, je dirais. C'est-à-dire que nous, on est pour l'échange. On adore manger chinois, voyager, etc. Simplement, on est pour des échanges intelligents. Et on regrette tous d'acheter en France des jeans chinois. À quoi bon faire l'inverse? Donc exporter le produit pour exporter le produit, ça nous fait pas rêver en soi, parce qu'on voit pas quelle valeur ajoutée on a de plus pour un Chinois qu'un jean fabriqué en Chine, s'il est fait dans des bonnes conditions, etc. Donc notre projet sur l'export, on trouverait plus intelligent finalement de fabriquer en Chine des jeans que l'on vendrait en Chine
et de fabriquer en France des jeans que l'on vendra en France. Après, on ne s'interdit pas d'exporter nos produits, mais en réalité, si on exporte nos produits, c'est demain pour fabriquer directement dans le pays. Quand je vais sur votre site, je commande un jean, il faut compter quel délai? Ça dépend si vous avez de la chance ou pas. J'en ai jamais en général. Alors, si vous n'avez pas de chance, ça peut être 2-3 mois. 2-3 mois. Voilà. Si vous avez de la chance, à peu près 80% des références sont en stock, donc c'est une semaine. Ouais. Mais si vous n'avez pas de chance et si vous tombez sur un modèle pour lequel on est en rupture et qui est donc en cours de fabrication, là ça peut être 2-3 mois. On fonctionne aussi beaucoup sur des systèmes de précommande pour les nouveautés, puisque de la manière qu'on a lancé la marque avec une souscription, le fait de présenter des nouveaux modèles et de lancer la production en même temps qu'on lance la commercialisation, d'une part, ça nous permet d'avoir de la trésorerie pour financer ce stock, et donc ça nous évite d'emprunter à la banque, et donc ça nous aide à grandir paisiblement, tranquillement, sûrement. Et d'autre part, ça nous aide à savoir quelles sont les tailles et les couleurs les plus demandées. Donc ça nous évite de nous tromper dans la commande initiale que l'on ferait. Est-ce qu'aujourd'hui, on est pour le terme 2083, dans les chiffres qu'on avait imaginés, ou alors on a vraiment, d'après ce que je comprends, un peu explosé les chiffres? Ah, on a explosé tous les prévisionnels. Ouais. Moi, jamais de la vie, en 2013, quand je lance 1083, j'imagine 4 ans plus tard qu'on va créer plus de 50 emplois. Vous avez des chiffres par semaine, par jour? Comment ça se passe au niveau des commandes? Ben oui, on suit nos chiffres d'affaires par jour, par mois. La première année, on avait fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. La deuxième, 400. La troisième, 800. L'an dernier, on a fait presque 2 millions. Là, on va faire 2,5 millions. Ça veut dire que, je dis peut-être une bêtise, mais sur une journée, on sait à peu près le nombre de jeans commandés? Alors, il faudrait le détricoter, puis ça dépend des magasins, etc. Mais oui, on est à peu près à combien de jeans commandés sur une journée? Je dirais juste pour qu'on ait ça dans l'esprit. Si on le fait à l'envers, ça veut dire qu'on vend à peu près 20 000 jeans par an. 20 000 jeans par mois, ça fait 20 000 jeans par an, pardon, ça fait à peu près, allez, arrondissons à 2000 jeans par mois. 2000 jeans par mois divisé par 30 jours. Ouais, d'accord. Ça fait une soixantaine de jeans par jour. Tout à fait. Voilà. Donc c'est remarquable, ça veut dire que c'est grâce à ces 60 personnes qui commandent leurs jeans que derrière on met en route tous ces engrenages avec ces entreprises qui travaillent ensemble. Mais vous allez voir pourquoi je vous dis ça, parce que j'ai vu que vous alliez vous agrandir, vous allez récupérer des locaux à Romans, justement les chaussures Charles Jourdan, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Et donc là vous allez quasiment faire un univers 1083. Oui, en fait, on est émerveillé de voir à quel point tout ce que l'on partage sur le développement de notre entreprise, on explique nos stratégies, nos prix d'achat, nos salaires, on dit tout sur ce que l'on vit pour impliquer le plus possible les consommateurs. Mais tout ça, ça se passe que sur Internet aujourd'hui. Depuis 6 mois, on a décidé d'ouvrir l'usine au public, c'est-à-dire qu'avec l'Office de tourisme de Romans et de Valence, il est possible de visiter nos ateliers pour découvrir tous nos savoir-faire. Mais on manque de place grâce aux commandes de nos clients. Donc depuis 2 ans, on cherche un local en centre-ville de Romans pour développer nos activités. Comme je l'ai dit, on veut être en centre-ville parce qu'on ne veut pas travailler en périphérie et on ne veut pas déshabiller le centre-ville pour rhabiller la périphérie de notre ville. Donc du coup, on s'entête à chercher un local de 3-4 000 m² en plein cœur de ville, si possible pas trop loin de Marc Avenue, puisqu'on a cette chance d'avoir ce centre commercial en centre-ville. Et après différentes mauvaises pioches de locaux en centre-ville, on a proposé notre projet pour la friche Charles Jourdan, donc l'emblématique fabricant de chaussures de Romans qui a fermé ses portes en 2007, dont l'usine est toujours en friche en centre-ville, et qu'on a décidé de rénover. Donc la rénovation va commencer l'an prochain, là on est dans toute la partie administrative, pour ouvrir en fin 2019, début 2020, un atelier beaucoup plus grand, puisque c'est le besoin initial, avec un magasin d'usine évidemment, sûrement des restaurants, et d'autres magasins Made in France autour de nous, pour réunir finalement le meilleur des savoir-faire locaux et français sur des marques de qualité. Donc on aura une sorte de petit centre commercial, le Best-of France, en quelque sorte, à proximité de Marc Avenue. Ça veut dire qu'on pourra venir passer la journée, visiter, manger. J'ai envie de vous dire, ça sera un menu enrichissant, puisqu'on s'enrichira la tête, le cerveau, et puis on mangera aussi. Oui, tout à fait. C'est ça. Et on défendra le Made in France. Oui, on y participera. Et finalement, je me dis que c'est peut-être un modèle qui est peut-être même à reproduire dans différentes villes, non ? Probablement. Dans les centres-villes, puisqu'on est en train de chercher des solutions pour les centres-villes. Moi, je crois beaucoup au potentiel des centres-villes. C'est là qu'habitent les gens. Donc, si on leur propose une manière intelligente et nouvelle de consommer, évidemment qu'ils suivront. Je suis pas sûr que ça satisfasse grand monde de prendre sa voiture une demi-heure, d'aller dans les bouchons, de galérer pour trouver une place, d'être dans la foule pour acheter finalement la même chose qu'on peut acheter partout. Moi, je crois beaucoup au centre-ville, mais charge à eux, c'est-à-dire finalement les commerçants et les politiques,
de créer les conditions que des projets nouveaux, audacieux, puissent y arriver. Et nous, avec l'appui des Romanais, nos élus ont compris que notre projet faisait sens, qu'il était rentable, qu'il était durable. Et du coup, on a eu la chance d'être choisis. Donc maintenant, on est au travail. Pour revenir en centre-ville, on parle de qualité, mais est-ce que finalement, c'est pas toujours la même réponse ou la même question? C'est le prix. Les gens cherchent un prix aujourd'hui. Je crois pas fondamentalement que les gens cherchent un prix. Quand on voit... c'est assez surprenant de voir que souvent les marques de mode ne sont pas liées au pouvoir d'achat de leurs clients. Il y a des gens qui ont pas forcément des revenus, qui achètent des baskets super chères, et il y a des gens qui sont plutôt confortables, qui achètent leurs fringues chez H&M. Et on est tous comme ça en réalité. Donc la question, c'est pas le prix tant, c'est plus l'offre, ce que l'on propose, le sens que l'on y met, la qualité Le contenu. de notre travail, le contenu. Et c'est comme ça que finalement nos voisins allemands, par exemple, réussissent très bien à vendre des voitures qui sont pourtant plus chères que les voitures françaises. Ce qui veut donc dire qu'il faut aller dans le contenu. Oui. Pour redonner de la vie dans les centres-villes. La qualité, le contenu, le sens. De l'audace. De l'audace, voilà. Ça paye toujours. Donc il faut aller sur ce chemin-là. Il y a une part de risque. Il faut essayer et tout ne peut pas réussir. Et nous-mêmes, qui entreprenons des choses, on a le droit de rater à la condition qu'on apprenne de cela et qu'on avance. Très bien, alors on fait notre seconde pause musicale. Vous avez choisi Sante Severino. La chanson, c'est Swing de Nul, c'est ça, hein? Oui, je la trouve drôle. Allez, on repart dans la drôlerie, dans la musique, et on terminera après avec un petit côté politique. Dernière partie de mes meilleures années, on est dans les jeans, on est dans les chaussures, enfin plus précisément les baskets, avec la marque 1083 et Thomas Huriez. Alors on vous a beaucoup vu dans les médias, notamment les télévisions, on vous voit maintenant, et vous êtes même dans le dernier Paris Match. Moi j'ai envie de vous poser, on parle du mot éthique. Éthique, on a un peu l'équivalent qui dit politique. On vous a vu, pas en grande conversation, mais un peu en décalage avec le fameux, on était dans le Made in France tout à l'heure, le patriotisme, tout un tas de choses. Vous avez rencontré Marine Le Pen, et finalement on est dans deux mondes différents. Oui, mais en même temps, c'est le même et c'est à nous de faire le choix que ce soit le même monde. Le mot politique, on l'associe au parti politique. C'est en fait, quand on parle de politique, on parle du côté partisan. Mais nous, on fait de la politique tous les jours. C'est absolument non partisan. 1083, c'est pas de droite, c'est pas de gauche. C'est du concret et c'est politique au sens étymologique du terme, c'est-à-dire que notre entreprise se soucie de notre cité et de la vie de chacun. Et de la vie de chacun. Donc, et on est voisins, c'est-à-dire que c'est une marque sur la proximité. Donc ça ne nous intéresse pas. À partir du moment où on a nos propres ateliers et on visite les ateliers de nos confrères près de chez nous, en France, ça ne nous intéresse pas qu'ils s'empoisonnent. Ça ne nous intéresse pas qu'ils soient mal rémunérés. Donc du coup, ça nous rend meilleurs, finalement, simplement. Donc on fait de la politique en ce sens. De la même manière que je parlais tout à l'heure des centres-villes, on est habitant et entrepreneur à Romans. On va pas pénaliser sa propre vie de citoyen en déshabillant le centre-ville par nos choix d'entrepreneur. On est une seule et même personne qui est citoyen et entrepreneur. Donc du coup, à partir du moment où on se dit qu'on n'a pas envie de vivre dans une ville où le centre-ville se meurt, et ben quand on a un choix à faire entrepreneurial d'installation de notre entreprise, on privilégie évidemment le centre-ville. Et c'est politique en ce sens 1000 fois oui. Par contre, notre plus grande fierté, c'est d'avoir aujourd'hui des clients d'extrême gauche, de gauche, du centre, de droite, d'extrême droite. Et finalement, à partir du moment où on fait des jeans qui font des jolies fesses, qui sont pas trop chers, qui sont portés par une marque sympa, fun, qui sont made in France et bio, on s'aperçoit que tout ça fédère un peu tout le monde et qu'il s'agit plus d'être de droite ou de gauche et qu'en réalité, il y a énormément de thèmes pour lesquels on est tous d'accord. Donc à quoi bon se crêper le chignon ? Quand on rencontre des élus de droite ou de gauche et maintenant d'En Marche, est-ce qu'ils ont un discours différent sur votre contenu à vous et sur votre parcours ? Est-ce qu'ils ont un regard ou ils ont des termes différents ? Ou ils vous disent tous, vous êtes formidable, vous êtes génial, vous êtes l'avenir ? Non mais le côté formidable, etc., il est sympa, il donne de la confiance, mais c'est pas le fond, c'est pas le côté intéressant. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ils saluent tous le respect de l'environnement, ils saluent tous
le fait d'être rentable. Donc, nous, on n'a pas de gêne à dire qu'on veut une société où on promeut l'écologie, où on promeut le travail, où on promeut l'entrepreneuriat, où on promeut le respect des autres. Tout ça, c'est pas l'un ou l'autre, c'est un « et ». Et quand on promeut le « et », eh ben, en fait, tout le monde s'y retrouve d'une manière ou d'une autre. Et ça veut dire qu'on s'assemble. Oui, c'est ça, c'est qu'on essaie de travailler ensemble. Jeudi matin. Non, c'est pas un problème. Tout le monde sait qu'on n'est pas en direct, c'est pas un problème. On est ici, on est vraiment franc, il n'y a pas de souci. Donc jeudi matin, on a publié sur Facebook une news où on explique que notre rêve n'est pas de créer une entreprise de 1000 personnes, mais plutôt de créer une filière riche de 40 sociétés de 25 personnes. Pourquoi ? Parce que ces grandes entreprises qui essayent de tout faire quand elles sont en difficulté et qu'elles ferment, elles font un désastre catastrophique sur leur territoire. Vous l'avez connu à Romans. Et on l'a connu à Romans. Donc, puisqu'on a eu la chance de le vivre, tirons-en profit, apprenons cela et faisons différemment. Et donc, notre manière de faire différemment, c'est de se dire, on répartit nos activités avec plusieurs ateliers qui eux-mêmes ont plusieurs clients. Et grâce à ça, si l'une de ces 40 entreprises connaît des difficultés, eh bien, tout le monde ne tombe pas et un maximum d'œufs dans ces différents paniers sont protégés. Vous m'avez dit également, vous faites du t-shirt, vous faites des vestes. Vous m'avez parlé de vestes qui sont faites à Limoges aussi, si on oui. peut en parler un petit peu. Alors, toutes nos productions sont made in France. En plus des jeans et des baskets, on fait des ceintures, on fait des vestes qui sont fabriquées à Limoges, en co-branding avec la marque Smuggler, qui est le dernier fabricant français de costumes. On va faire des chemises, on va faire des pulls. On élargit petit à petit, finalement, le périmètre de ce que l'on propose à mesure que l'on rencontre des marques. L'Ashlandise, on dit. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Et ça se crée au fil des rencontres. Sur les salons Made in France, vous en avez parlé avec l'échange avec Marine Le Pen, eh bien, on rencontre d'autres marques, des confrères, avec qui on boit des coups, on partage des idées, et du coup, après à la fin, on se dit, tiens, si on faisait un produit ensemble, et go. Et c'est comme ça qu'on en est venu à faire même un fauteuil avec la Fuma Mobilier qui se trouve à Annéron, à 50 km de Saint-Etienne. Quand on parle du Made in France, de ce salon-là, c'est un salon qui a lieu à Paris. Est-ce que c'est juste à Paris ou c'est pas délocalisé un peu, c'est pas en tournée dans toute la France, j'ai envie de vous dire? C'est un salon qui est aujourd'hui juste à Paris. Après, il y a plein d'autres salons qui existent en région auxquels on participe. Notamment à Lyon, on participe au salon Prime Vert. Il y a 1 ou 2 ans, on a fait Tatou Juste à Saint-Etienne. Là, on a des revendeurs sur place, du coup, on a moins besoin de se déplacer. Mais c'est vraiment quelque chose qui se diffuse. Il se diffuse d'autant plus que les consommateurs français sont de plus en plus nombreux à acheter du Made in France parce qu'ils ont compris qu'avec leur carte bleue, ils créent des emplois. Non, parce que je me disais qu'un salon du Made in France qui a toujours lieu à Paris, parce que c'est le centre du monde, quelque chose qui serait un peu délocalisé en région, ça permettrait finalement aussi à des gens de milieux différents de se voir et peut-être d'établir des projets ensemble, des projets communs. Je pense que nos entreprises locales gagneraient à plus échanger entre elles pour finalement dénicher des nouveaux produits. Je prenais l'exemple tout à l'heure de la Fuma Mobilier avec lesquels on a fait un fauteuil en jean. Nous, notre marché, c'est pas le fauteuil et leur marché à eux, c'est pas le jean. Simplement, on a créé un nouveau marché et c'est au profit de notre développement et de nos emplois à chacune de nos entreprises. Donc la rencontre, le mélange, c'est toujours heureux. Parce que tout à l'heure, je vous parlais du prix et j'y réfléchissant en vous écoutant. C'est vrai que bien souvent, on est prêt, nous les consommateurs, à mettre 1 ou 2 euros quand on sait qu'on va faire travailler un voisin, un cousin, faire un produit qui sera finalement dont on est fier parce qu'il est régional, il est produit chez nous. Et ça permet justement de relancer, comme on dit, la machine. Complètement. C'est exactement ce que l'on vit. C'est-à-dire que, déjà, nous, on n'est pas 1 ou 2 euros plus cher, on est au même prix qu'un jean de marque. Donc, ça nous aide. Mais effectivement, comme tous nos clients ont compris à quel point ils créent l'emploi en achetant un jean 1083, eh ben, ils en parlent autour d'eux. Alors, certes, on n'a pas encore toutes les coupes possibles et imaginables, mais au fur et à mesure, on grandit. Et plus on grandit, plus on a de choix. Plus on offre de choix, plus on grandit, etc. C'est vertueux. Et quand on devient un petit peu célèbre comme les jeans 1083, est-ce qu'il y a des grandes marques qui vous approchent, qui viennent vous regarder un peu en vous disant vous nous intéressez ou on veut peut-être prendre des parts, je sais pas? Alors, bon, notre démarche, elle est tellement claire en termes de sens et de... On n'est pas dans un projet financier. Donc, je pense que d'elles-mêmes, ces grandes marques qui nous chasseraient se ravissent puisqu'ils voient la porte fermée. Par contre, on est extrêmement ouvert pour dialoguer avec elles. On a vu mardi soir un reportage d'Élise Lucet, Cache Investigation sur le coton.
avec des enseignes qui se retrouvent un peu confrontées à leurs incohérences, notamment avec le coton BCI. Nous, on est tout en coton bio, évidemment. Et ces enseignes, on les connaît pour certaines de l'intérieur, puisqu'on échange sur des salons, etc. Et on s'est aperçu qu'à l'intérieur de ces entreprises, travaillaient des gens qui, de bonne foi, cherchent à avoir une démarche plus raisonnable, plus responsable. Donc, on est très ouvert à ces marques-là dans l'échange. On est aussi ouvert qu'on est exigeant avec elles. Pour revenir sur le bio et l'éthique, j'ai également une question qui me revient, parce que moi j'ai travaillé un peu dans la teinture, et j'étais un peu surpris quand on nous présentait des produits bio qui étaient ensuite teints avec des produits chimiques. Je me disais, il y a un truc qui ne va pas là non plus. Est-ce que là, les choses ont changé dans les procédés, ou alors on n'est pas totalement honnête, parce que la teinture n'est pas toujours très, très bio? Oui, il est très facile de faire un jean qui pollue. Et il y a 4 phases dans un jean qui sont très polluantes. Le coton, à cause des pesticides, c'est pour ça qu'on choisit du coton bio. La teinture, à cause des colorants, avec des chimies plus ou moins vertes. Et surtout, un retraitement ou non des eaux usées. Donc nous, évidemment, c'est labellisé Ecotex, et c'est en France avec des stations d'épuration. Donc tout ce qui est teint chez TAT à Sèvlinges est traité localement avant d'être... donc on renvoie dans les rivières une eau propre. Ensuite, il y a les kilomètres que parcourt le jean, puisque souvent il fait 2 fois le tour du monde. Nous, il fait 500-600 km seulement. Et enfin, il y a le délavage, puisque pour user un jean, pour vendre un jean neuf usé, il faut soit le sabler, soit utiliser beaucoup de chimie et d'eau pour le vieillir. Nous, on utilise une machine laser qui permet de délaver un jean sans eau, sans chimie et sans sablage. Donc c'est à chaque fois des choix qu'il nous revient de faire. Et comme on est les premiers manipulateurs de ces produits-là, évidemment, on choisit de ne pas en utiliser. Et pour les trous, c'est vous qui les faites avec votre cutter? Non, alors on ne fait pas encore de jean troué, mais on pourrait avec le laser. Ouais. C'est simplement que le laser, finalement, s'attarde un peu plus sur les zones qu'il brûle. On a fait à peu près le tour. Est-ce qu'on a un sujet qu'on aurait oublié à propos de 2083? Oh non, je crois pas. Enfin, je vous suis. Quels sont à part le déménagement, quelles sont les idées futuristes, même j'ai envie de dire? Pour demain, pour nous, on croit tellement en la proximité qu'on voudrait relocaliser le coton. Il se trouve que le coton, ça pousse dans les climats chauds et tropicaux, humides. Ouais. Donc, soit on attend que le réchauffement climatique fasse son œuvre, mais ce serait plutôt malheureux, soit on essaye de le combattre et donc d'exploiter des ressources locales. Alors, on dit qu'il n'y a pas de coton en France, mais en réalité, on en a des tonnes et des tonnes dans nos vieux vêtements. Et donc, notre projet, on travaille depuis 2 ans sur l'extraction du coton, non pas à partir de terres cultivées, mais à partir de nos vieux jeans. Et donc, on a réussi déjà avec le relais qui transforme des vieux jeans en isolants. Donc, notre usine Charles Jourdan, elle va être isolée avec un produit qui s'appelle le Métis, qui est un isolant à base d'anciens jeans. Et on affine encore ce recyclage, notamment avec des entreprises de Cours-la-Ville, pour la partie filature, pour réussir finalement à refaire un fil à partir d'anciens jeans, pour refaire un jean neuf à partir de jeans vieux. Donc l'avenir, c'est dans le recyclage? Oui, c'est l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on conçoit un produit de telle manière à ce qu'il serve de matière première en fin de vie. On le lance dès janvier d'ailleurs avec des jeans pour enfants. Fabriquer un jean made in France et recyclé pour en France, ça coûte très cher. Et donc, c'est des jeans qu'on va proposer à la vente à peu près 79 €, ce qui est cher pour un enfant qui va le porter de 3 mois. Donc, vous allez peut-être venir là-dessus. J'ai vu que vous allez louer les jeans. Exactement. C'est-à-dire qu'on s'est dit, d'emblée, quand on est une marque de mode, on pense à vendre ses vêtements. Mais il y a une partie des clients, et notamment les bébés et les enfants, qui portent trop peu leurs jeans pour les user, parce qu'ils grandissent. Et donc, plutôt que de chercher à gagner 100% de la marge dont on a besoin pour vivre sur un seul utilisateur, et donc vendre cher ce jean made in France et recyclé, répartissons finalement notre marge sur plusieurs clients. Et donc, louons ce jean à plusieurs enfants plutôt que de le vendre. Et ça nous permet de proposer un jean made in France et recyclé à 6 € par mois seulement. C'est-à-dire qu'un enfant qui garde son jean 2-3 mois, qui va le porter 3, 4, 5 fois, on va avoir un jean made in France et recyclé moins cher qu'un jean acheté dans une enseigne de fast fashion. Donc la location permet de rendre les vêtements moins chers. Une dernière question. Le Made in France à une époque, est-ce que c'était pas aussi ce côté un peu ringard, j'allais vous dire, qui a fait que ça a peut-être un petit peu bloqué le développement ou la philosophie?
Probablement, il y a toujours eu des marques de qualité, des marques audacieuses, des marques de mauvaise qualité, des marques peu audacieuses. Ça, c'est quelque chose que l'on partage, que l'on fasse du Made in France ou du Made in China. C'est pas parce que c'est Made in France que c'est qualitatif. Par contre, de plus en plus de marques essayent d'avoir des produits de la meilleure qualité possible. Et le retour des clients et l'enthousiasme des clients est tellement direct que finalement, la boucle vertueuse du Made in France permet à tout le monde de progresser, et les consommateurs dans leur perception, dans leur réflexe de consommation, et les marques dans la qualité et la diversité de l'offre qu'ils proposent. Pour finir, des commerçants dans la région stéphanoise ou dans la périphérie qui voudraient vendre du jean 1083 ou des baskets, ils vous contactent comment? Sur le site internet? Sur le site internet, sur 1083.fr. On a une liste d'attente en cours puisque du coup, il faut qu'on augmente nos capacités de production. On le fait chaque mois en embauchant de nouvelles personnes dans différents ateliers. Mais du coup, on répond bien sûr à chacun des candidats à la revente de nos jeans. Eh bien, merci beaucoup Thomas Huriez. On est très très content de vous avoir fait venir 2 romans spécialement pour notre émission. Alors donc, on fait un petit clin d'œil à tout un tas de chefs d'entreprise de la région qui veulent venir nous voir et nous expliquer un peu leur story comme vous l'avez fait aujourd'hui. On vous souhaite bon vent. Merci à vous. J'ai envie de vous dire bon jean, bon développement. Et moi, je fais une petite case. J'irai vous voir dès que vous êtes installé à Romans dans votre nouvelle usine pour le restaurant, la visite et puis peut-être même acheter un jean. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Thomas. À très bientôt. À bientôt. Et puis nous, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine, le samedi à midi, le jeudi à 18h. Bonne semaine.